Sunday Night Production. Soyez la bienvenue sur la chaîne Twitch de Sunday Night Sport. Aujourd'hui, nous recueillons dans l'émission Claude Dartois pour une émission un peu spéciale. On va parler aventure, on va parler trail. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour notre toute première émission enregistrée depuis le studio de la House of Running. Pour cette première, nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission Claude Dartois, emblématique candidat de Koh-Lanta et passionné de course à pied. Claude, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et d'inaugurer nos studios. J'espère que tu ne vas pas essuyer les plâtres. Comment ça va ? Merci Guillaume, merci Fred de m'accueillir dans votre podcast. Ça me fait super plaisir d'être là, d'inaugurer ces beaux locaux Kairon ouvert à Paris. Donc en tant qu'ambassadeur, c'était normal que je sois pour l'inauguration. Eh ben on est ravis de t'accueillir. Et nous sommes aussi en compagnie d'un homme un peu moins féru d'aventure, il faut bien le dire. D'ailleurs, j'ai promis que je l'inscrirai sur Koh-Lanta dès qu'on aura atteint les 3 millions de téléchargements. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, messieurs, dames, auditeurs. J'ai le plaisir d'accueillir Fred, co-animateur du podcast et entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme. Fred, ça va bien toi ? Est-ce que tu es confortablement installé dans le nouveau studio ? Alors, bonjour Claude, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis bien confortablement installé, bien mieux que Claude l'a pu être sur les différentes îles où il est passé, donc pour moi tout roule. Claude, je le disais, on te reçoit aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de la House of Running, véritable temple de la course à pied en plein cœur de Paris. On a hâte de faire ta connaissance et d'en savoir un peu plus sur la relation que tu as avec le sport et le dépassement de soi. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre en direct sur Twitch. Pour celles et ceux qui y sont déjà, n'hésitez pas à mettre l'ambiance dans le chat. On aura l'occasion en fin d'émission de pouvoir répondre à votre question, à rien que pour vous, spécialement pour vous. Donc voilà, on compte sur vous. Mais avant ça, Claude, j'aimerais qu'on prenne un instant pour te présenter. Tu détiens le record du nombre de participations à des finales du jeu télé Koh-Lanta. Les Français ont tous été séduits cet été par ton état d'esprit et ton fair play. Tu as aussi beaucoup impressionné avec tes capacités mentales et physiques. J'imagine que le sport, de manière générale, ça a été assez présent dans ta vie. Est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs de sport, par exemple ? Alors le premier souvenir de sport, j'en ai beaucoup parce que j'ai toujours voulu faire du sport, mais pour moi le sport c'était un moyen d'expression déjà avant tout. Je me déplaçais pas en marchant mais en courant. Dès que je pouvais sauter par-dessus une haie ou voiture ou poubelle à l'époque, je le faisais. Donc le sport pour moi, voilà, ça a toujours été un moyen de me défouler. Ensuite, j'ai fait plein de sports différents, mais je voulais tellement découvrir autre chose que je me suis jamais posé dans un seul même sport finalement. J'ai fait du karaté, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du rugby, j'ai fait du tennis, donc au final de l'escalade. Donc ça, c'est pour te dire, j'avais tellement envie de découvrir autre chose que je me suis jamais arrêté. T'avais pas un sport de prédilection Non. Alors ça c'est vraiment le entre guillemets, excuse-moi Claude, le cauchemar des entraîneurs, surtout je pense que t'as quelques capacités et tu dis ça y est, j'ai trouvé un peu une perle rare et non, le gamin il a envie de faire autre chose, puis les parents aussi qui doivent courir à droite à gauche. Tu verras quand le tien changera d'activité toutes les années, sûr, tu te diras. Il faut racheter le matériel à chaque fois. À chaque fois. Ça peut coûter cher aux parents. Je me souviens que mon père m'avait dit pour le karaté, le kimono, tout le truc là, je l'ai pas acheté pour 6 mois, il m'a dit. Pour 1 an, ça allait. 1 an, 2 ans je crois max. Claude, Guillaume l'a rappelé, tu es un des personnages emblématiques de Koh-Lanta. Tu as été finaliste à 3 reprises, en 2010, en 2012 et en 2020. Alors pour un petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément l'émission, il y a entre 15 et 25 participants suivant les années répartis en différentes équipes et qui doivent survivre sur une île inhabitée et déserte. Alors les participants doivent trouver leur nourriture, gagner différentes épreuves collectives et individuelles, notamment les fameuses épreuves d'immunité qui vous protègent. Et du coup, gérer les stratégies aussi entre les différentes tribus, entre les différents candidats au sein d'une même tribu, puis après d'une manière collective, puisqu'il y a une réunification des tribus à un moment donné. Bref, c'est une épreuve extrêmement exigeante qui met, je pense, les nerfs à rude épreuve. Alors toi,
Comment tu t'es préparé pour cette émission, cette épreuve télé? Est-ce que tu avais un plan d'entraînement comme on s'entraîne à une course particulièrement ou un sport, ou c'est un peu à la Walou comme on dit? Non, en fait, moi je suis pas le bon exemple et je pense dans tout ce que je fais, c'est que j'y vais beaucoup avec l'envie et bon, forcément il faut être préparé physiquement si tu veux déjà forcément avoir plus de chances d'avancer et de moins souffrir. Avoir une bonne assise physique, ça te permet quand même aussi d'avoir de l'assurance, donc sur ce côté-là, j'étais assez bien. Après, c'est la découverte, c'est l'envie de découvrir chaque jour ce qui allait se passer le lendemain qui fait que tu progresses. Mais une préparation physique, non, peut-être que j'ai accentué un peu plus peut-être sur l'explosivité parce que je sais que c'est des épreuves qui sont assez courtes. L'endurance, tu l'auras sur la longueur de l'aventure, mais chaque épreuve a un temps assez réduit, donc il vaut mieux privilégier, je pense, l'explosivité. Travailler ça peut-être sur le dernier mois qui te reste avant de partir, c'est tout. Et est-ce que tu t'es intéressé un peu aux techniques de survie, comme on le voit avec certains survivalistes, pour savoir un peu? Non, pas du tout. Je suis arrivé en parfait touriste, j'ai envie de dire. Sur la première aventure, je connaissais pas vraiment le jeu, j'avais regardé quelques émissions, quelques épisodes juste avant de m'inscrire, et quand j'ai su que j'étais pris, de toute façon c'était un peu trop tard pour vraiment savoir apprendre des techniques. Donc non, je les ai appris sur le tas. En fait, j'ai envie de dire que la plus belle des qualités et celle qu'il faut avoir, c'est l'adaptation, son pouvoir d'adaptation. Il faut être un buvard, apprendre des autres, pouvoir justement bien observer et pouvoir réutiliser ce qu'on voit et ce qu'on apprend. C'est tout. Après, j'ai pas d'autres secrets. Mais c'est peut-être le secret, parce que tu sais, c'est comme sur marathon. On dit souvent, c'est Alain Mimoun, Fred, qui disait ça. Il connaissait pas, il savait pas trop vraiment dans quoi il s'aventurait. Il s'est pas trop intéressé non plus à cette distance-là. Du coup, il y allait avec beaucoup d'insouciance. Et finalement, ça l'a aidé parce qu'il s'est dit, il a pas trop intellectualisé ça. Il a pas trop fait des nœuds dans la tête. Et des fois, tu te mets un peu une pression qui a pas forcément lieu d'être. Donc toi, ça a peut-être été un avantage finalement, parce que tu ne savais pas trop à quoi t'attendre, quoi. Probablement. Je pense de toute façon, la découverte, c'est le moteur principal. T'as envie de voir ce qui va se passer le lendemain. C'est ce qui te permet d'avoir ce regain d'énergie quand tu es un peu moins bien. Et puis voilà, et puis tu sais que de toute façon, moi je savais que je partais pour un nombre de jours plus ou moins connu. Tu vois, après, tu es formaté sur ça. T'es pas lâché là, tu sais pas combien de temps tu vas rester, c'est encore différent. L'inconnu, tu l'as au fur et à mesure, mais la base, tu sais que c'est 30 ou 40 jours qu'il faut tenir, et puis voilà. Mais ça, c'était donc valable, on peut supposer, sur la première candidature, mais les autres fois où tu as été sélectionné, tu es allé aussi de la même manière, ou là tu t'es dit, bon, je sais ce que c'est, donc on va la jouer différemment? La deuxième fois, elle est venue très rapidement après la première. Je suis parti la première fois en 2010, en 2012 je reviens. J'ai regardé rapidement comment faire le feu, mais pas réellement. Et puis tu te dis toujours que de toute façon tu vas être avec des gens qui vont savoir le faire. Je suis parti encore un peu à l'insouciance. Là j'ai beaucoup appris parce qu'il y avait beaucoup d'aventuriers qui étaient aguerris, qui avaient été loin dans le jeu, donc eux ils m'ont appris beaucoup. Et là quand je reviens en 2020, forcément j'ai un confort psychologique par rapport à ce que j'ai pu vivre. Mes précédentes aventures, mais j'ai surtout appris beaucoup de personnes comme Théoura, comme Freddy, etc. en les voyant, et donc ça fait la différence forcément. Sur Twitch, on a Estelle qui nous demande comment est-ce que tu t'es entraîné pour l'explosivité, justement, tu as dit. L'explosivité, c'est simple, c'est travailler je faisais beaucoup de squats par exemple, je faisais des grandes séries de squats, après je faisais un sprint, je refaisais quelques squats, je refaisais un sprint. J'essayais à chaque fois de gorger au maximum mes cuisses et puis essayer après de prendre des charges, essayer de les déplacer pour qu'elles continuent à me donner de l'explosivité. Ou alors je travaillais aussi avec un gilet lesté très souvent pendant de longs moments, comme ça au moins quand je l'enlevais, j'avais l'impression de gagner encore en puissance. C'est des exercices qui sont assez courts mais assez intenses, avec des exercices rapides, des portes de charge, et puis après accélération. Il y a quand même une question que je me pose, moi, c'est sur la partie nutrition, parce que à Koh-Lanta, la nourriture, elle n'est pas forcément abondante, on va le dire comme ça. Et le problème, c'est quand on est sportif, généralement, on a des métabolismes qui tournent assez vite. On a besoin on dépense beaucoup de calories, mais on a besoin aussi beaucoup de calories. Moi, à titre perso, tu me prives de mon goûter de 4h30, je suis en PLS. Donc comment est-ce que tu as fait pour gérer ça? C'est parce que tu es un petit peu défavorisé quand tu es sportif, tu vois. Alors en plus, moi, je suis un ectomorphe, je suis quelqu'un qui crame les calories, qui les brûle avant même de les avoir ingérées, donc déjà c'est compliqué, il faut que je mange beaucoup plus pour garder un poids de base. Après, j'ai envie de dire qu'en fait les très grands sportifs, ils sont désavantagés parce que justement ils sont réglés au millimètre, ils ont leur rapport bien précis.
Quand tu les mets dans une aventure comme Koh-Lanta où tout est chamboulé, ils ont plus l'organisme, il n'est pas habitué finalement à travailler à jeun, il n'est pas habitué à travailler avec peu de protéines ou peu d'énergie. Moi, en fait, je suis un sportif, j'ai envie de dire, un peu plus lambda de tous les jours, où des fois ça m'arrive de me lever, je saute un repas, je fais ma course. Enfin, voilà. Je ne suis pas réglé au millimètre comme une Formule 1 des élites. Donc finalement, moi, mon corps il s'adapte mieux peut-être justement à ce changement brutal sur une île que quand tu mets une personne qui est habituée à avoir tout bien précis. Quand tu le mets dans des conditions difficiles, il va réagir beaucoup moins bien. Après, il y a les nerfs aussi. Moi, je suis quelqu'un de très nerveux. Les nerfs prennent le relais très souvent. Claude, parmi nos auditeurs et auditrices, il y a peut-être des personnes qui rêvent un jour de participer à cette émission. Du coup, est-ce que tu peux nous dire les étapes par lesquelles tu es passé pour le casting et surtout, pourquoi tu penses que ton profil a retenu l'attention de la production ? Pourquoi ils t'ont choisi toi et pas un autre ? C'est compliqué d'y répondre parce que moi mon casting, mon vrai casting, le premier, il a été fait en 2010. Je pense qu'aujourd'hui, les phases ont changé et leur façon de sélectionner aussi. Et maintenant, à mon époque, en fait, c'était déjà la première chose à faire, c'est une lettre de motivation avec forcément quelques photos, donc se mettre en valeur, faire un dossier propre. Je pense, moi, c'est ma sœur qui m'a fait la lettre. Elle était plus à même à parler de moi, de mes défauts, à mettre en avant des petites choses que j'aurais pas forcément moi mises. Donc c'était plus facile. Et puis quand j'ai lu sa lettre, je me suis dit, forcément, c'est la lettre que j'aurais voulu écrire. Mais franchement, je l'aurais jamais écrite. Donc si quelqu'un de votre entourage vous connaît bien, je pense que et qui a une belle plume, c'est peut-être à elle de faire votre lettre. Ensuite, après, c'est vous et votre personnalité, c'est la façon dont vous vous exprimez, ton envie et ta motivation, ton caractère, dans quelle tranche tu vas te situer. Forcément, il y a des catégories, il faut qu'il y ait un large panel qui doit représenter le plus de personnalités, de personnes possibles. Donc, à toi de voir, c'était le trentenaire célibataire sportif. Si moi à l'époque, c'était ma catégorie entre guillemets, j'ai envie de dire, ma case. Après, si t'es le doyen, si t'es la femme, la mère de foyer, si t'es le jeune de 20 ans, à voir dans quelle case, enfin dans quel peu près. J'aime pas dire la case, mais dans quel j'ai envie de dire stéréotype tu te trouves, et puis à toi de jouer là-dedans pour te sortir du lot. Pourquoi moi et pas toi je sais pas, tu vois, mettre en avant ton parcours. C'est pas parce que aussi t'as pas un parcours tortueux que tu t'as pas ta chance de partir. Donc il n'y a pas réellement c'est toi la façon dont tu vas mettre en avant les choses. Bon Fred, c'est moi qui écrirai ta lettre, et s'il cherche des jeunes papas de 40 ans, ça peut le faire, je pense. Un peu plus de 40, mais je te remercie. Alors, Claude, tu as une autre particularité, au-delà d'être une figure emblématique du jeu avec le record final, c'est que tu n'as jamais gagné Koh-Lanta, pourtant. Et quand on analyse un peu ton parcours sur les différentes épreuves, on remarque que tu n'hésites pas à encourager les adversaires, entre guillemets, à leur donner des conseils. Et du coup, l'impression que ça peut donner de l'extérieur, c'est que finalement, la victoire passe après, ce qui peut paraître paradoxal, parce que tu es quand même dans une épreuve pour aller au bout et la remporter. Mais que le principal, c'est de donner le meilleur de toi-même, et que ça, c'est ta victoire personnelle. Toi, tu portes quel regard là-dessus ? Tu as raison, Fred, c'est exactement ça. En fait, et je l'ai toujours dit, même quand je suis tombé et qu'on m'a pas choisi pour aller en finale, 20 minutes après, j'avais déjà passé à autre chose. En fait, tu vois, moi, je suis quelqu'un, je rumine pas. Et je vois toujours le positif. J'ai juste regardé mon parcours. Je me suis juste dit, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as fait ? Au-delà de la victoire finale, j'étais super content. Mon aventure était pleine. Donc pourquoi j'aurais eu des regrets là-dessus ? Ensuite, je tombe, c'est de ma faute. Donc voilà, si je suis éliminé, c'est de ma faute pareil. Donc quoi qu'il arrive, ça sert à rien de s'en vouloir, sinon tu vas jamais progresser. Et la gagne, pour moi, c'est l'investissement que tu vas mettre dans l'aventure au moment où tu vas y arriver. C'est pas simplement gagner la dernière épreuve ou être choisi et être le plus sympa. C'est tout ce que tu auras pu faire de A à Z. Alors, je pense que les propos que tu viens de tenir participent au fait que pour beaucoup de Français, tu incarnes l'homme avec un grand H, c'est-à-dire, on va dire, la personne qui a vraiment des valeurs et qui est très attachée à ce qu'on pourrait appeler la notion de mérite et de responsabilité. Et du coup, toi, de manière personnelle, quelles sont les qualités qui te paraissent, au-delà du jeu Koh-Lanta, qui te paraissent essentielles à une personne pour finalement évoluer en sérénité dans la vie qui est la nôtre, surtout par exemple dans des périodes un peu troublées comme on vit depuis un an, ça peut avoir aussi de la résonance, parce que
c'est pas Koh-Lanta à l'échelle mondiale, mais c'est quand même pas facile. Après, c'est pas vraiment de dire quelles sont les qualités qu'il faut, parce que en plus, moi, c'est comme quand on me dit tu connais tes défauts. Enfin, c'est pas vraiment des défauts, c'est toujours des points sur lesquels tu peux t'améliorer. Moi, la personne que je suis aujourd'hui, j'étais pas forcément la même personne à 20 ans ou à 30 ans. Après, c'est ton parcours de vie, c'est la façon dont tu t'évolues. Mais au final, la qualité première de saison, c'est la résilience, c'est le dépassement, l'envie de bien faire, s'investir. Après, le courage, il y en a plein, des valeurs, l'honnêteté, il y en a plein de choses. Si tu es honnête avec toi-même, déjà, tu le seras forcément avec les autres. Donc voilà, si tu triches, si tu cherches les excuses, toujours, c'est se voiler pour moi la face. Donc... Claude, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à la relation que tu as avec la course à pied, parce que tu sais qu'on est quand même un podcast de running ici. Et avant qu'on évoque le trail, hein, une discipline, je crois que tu apprécies, que tu affectionnes tout particulièrement, j'aimerais quand même qu'on revienne pour parler de tes débuts avec le running, et notamment sur tes courses sur route. Tu as participé déjà à quelle distance, et c'était quoi tes courses de prédilection sur bitume? Ma première course, je l'ai faite au parc des Buttes-Chaumont avec l'école, c'était le cross. Un crossman. Le cross pour lequel on se battait tous. Le cross de l'école? Ouais, tu l'as gagné? Non, je fais 3e, je suis à la mairie, c'est ma seule médaille. Médaille de bronze. C'était trop cool parce que c'est un cross qui était dur parce qu'on était nombreux et puis ça grimpait, puis c'est la première. Et c'est toujours un super souvenir, toujours le stress du début sur la ligne de départ. Après, moi je courais pour le plaisir, comme je te l'ai dit, c'était pas pour moi. Je me suis jamais vu aller en club, j'ai fait de l'athlétisme, j'aimais ça, mais quand j'allais quelque part, je courais généralement. Donc après à l'armée, je courais aussi beaucoup à l'armée. J'avais des bons résultats, mais c'est pareil, je me suis jamais dit tiens, c'est vrai que je peux m'y investir et faire que ça. Pour moi, c'était pas un sport réellement, la course à pied, c'est un moyen. C'est un sport, même à l'époque. Tu vas me faire bondir là. C'est pas ça, c'est que pour moi, bien sûr, c'est un sport. Mais dans la vision quand j'étais jeune, pour moi, c'était pas un sport, c'était un moyen de se déplacer. Un échauffement. Ça faisait partie de moi en fait, et je me suis pas dit tiens, c'est comme le karaté où tu vois, voilà, je vais apprendre des choses, tu vois là. Après, forcément, quand tu grandis, tu vois bien que c'est un sport à part entière et qu'il y a vraiment du travail, etc. Mais petit, pour moi, c'était pas un sport comme on peut parler du foot, comme on peut parler d'autres choses. C'est un loisir plaisir. Ça, c'est intéressant parce que finalement, dans ce que tu dis, on retrouve l'essence même de la course. Si on prend vraiment nos ancêtres, vraiment l'époque préhistorique, la course c'était qu'un moyen de déplacement et de chasse, effectivement. Et donc, on pourrait dire que tu t'es reconnecté à cette essence première des hommes ouais. Pour la course. En plus, moi, j'avais en plus de ça, c'était le plaisir. Et puis voilà, nous, je me souviens, on n'avait pas de vélo, où j'étais, donc on courait. Je n'aimais pas prendre le métro, donc on se déplaçait en courant généralement. Pour aller vite, on n'avait pas les téléphones, on n'avait pas tout ça. Mais après, c'est vrai que maintenant, je l'ai découvert en sortant de 2010, la course à pied réellement, où je me suis dit, voilà, j'aimerais bien relever des défis un peu maintenant. Qu'est-ce que je peux faire, dans quel domaine je peux me mettre. Et puis la course à pied, je me suis dit, tiens, marathon, ça peut être cool. On discutait autour d'un repas avec des amis. Et puis j'avais quelqu'un qui avait fait un marathon. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'un marathon, ça peut être cool et tout. Et, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et tu avais déjà eu un dossard auparavant? Non. C'est ton premier dossard? J'ai fait un 10 km avant, pardon. T'as fait un 10 km et t'es passé du 10 au marathon? Ouais, j'ai direct. fait un 10 km de l'équipe à l'époque. Ouais, très sympa, ouais. Je finis en 42 minutes. Et mon pote, mon pote à l'arrivée, je parle avec lui, il me dit, mais t'es pas essoufflé? Je lui dis non, il me dit, bah, t'as pas fait 10 km alors. A priori, t'es quand même un peu entamé après un 10 km. Il m'a dit, normalement, tu devrais pas pouvoir parler quand tu me parles, donc c'est que t'as pas envoyé comme t'aurais dû envoyer. Et donc 10 km, t'étais passé directement sur marathon. Ouais, t'as fait le marathon de Paris? Marathon de Paris. J'ai peut-être fait le 20 km avant même. J'ai fait le 20 km avant. De Paris, ouais, j'ai fait le 20 km de Paris avant. Je fais un bon temps aussi, je ne l'ai plus en tête, mais je fais un bon temps. Et je me suis dit, tiens, les marathons, je vais suivre un plan d'entraînement dans un magazine. Je visais 3,30, j'ai dit je vais faire ça et ça me semble à ma portée. Donc je m'entraînais, il y avait la piste d'athlétisme pas loin de chez moi, j'habitais. Et j'avais le temps aussi de faire beaucoup d'entraînement comme ça. Et je fais le marathon, finalement je fais 3,32 parce que je respecte pas mon schéma, je vais plus vite un peu, pas grand chose, 0,5 km/h de plus sur les 30 km, ça m'avait fait gagner un peu de temps, j'étais en avance sur mon temps, j'étais content. Et puis à 8 km de la fin, je me prends des grosses crampes au quadri. Et ouais, mais un peu plus, j'étais dans le bois quand même, il devait rester 4 ou 5 bornes. Ouais, mais à Paris c'est souvent le 35, t'as la côte, la côte de l'hippodrome d'Auteuil. Ouais. Je sais pas si tu vois. Mais après, je me souviens,
a ce passage-là, à un moment donné, quand je rentre dans le bois, je dis, ah, ça y est, c'est bientôt fini. Je connais bien le parcours, je le connais par cœur. Le bois, je le connais parfaitement. Et je me dis, putain, on redescend là, c'est pas par là, c'est là-bas. Je dis, pourquoi on redescend là? On fait une boucle pour rien. Ah, les gars, vous êtes c'est trompés. par là-bas. Les gars, il y a une erreur. Et je me suis dit, ah non, ça se rallonge. Et puis, franchement, j'ai un seul coup, sur la grande avenue là, j'ai deux crampes au quadri qui arrivent. Je me mets le genou à terre. Je me dis, putain, ça fait mal. Et là, je vois tout le monde, une vague qui me passe. Mais ça, en plus, ça va vite. Hein. Ouais. Quand tu t'arrêtes, ça va vite. Les gens, ils te passent vite. Tu mets du temps à les attraper, mais eux, ils te passent vite. Et je me dis, non, il n'y a pas moyen. Il faut que tu finisses. Ça, tu peux pas. Donc, je me suis relevé, j'ai fini, mais je devais être, je sais plus, à 8-9 km/h. Enfin, j'avais trop mal. Et je finis 3,32, donc j'ai perdu mes 10 minutes d'avance très rapidement. Ce qui est quand même pas mal, mais aussi bien le 10 km, tu peux y aller au talent. Sur marathon, ça passe un peu moins bien quand même si t'as pas une préparation. C'est vrai. Après, le plan que j'ai suivi, c'est un plan, je pense, qui correspond à quelqu'un aussi qui a déjà un entraînement peut-être de base. Moi, j'ai peut-être moins entraîné que les autres. Après, franchement, je l'ai bien passé quand même. J'ai pas eu des douleurs le lendemain. Enfin, j'ai pu récupérer assez vite. J'ai gardé un bon souvenir. Ça c'est déjà le principal, Ouais. hein. Même en t'arrêtant et en un genou à terre, voilà. Et tu soulèves une question importante, notamment sur marathon, c'est la question de l'expérience et de la découverte de la distance. Hein. Souvent on dit qu'il faut d'abord faire un marathon juste pour découvrir la distance et savoir à quoi on va se préparer. Parce que, comme tu le dis, on peut se sentir bien même pendant 30 km, se dire c'est cool, j'ai engrangé des minutes d'avance, comme ça je peux un peu gérer. Mais si ça vous rattrape, ça peut être très violent, et je pense que tu l'as très bien décrit, quoi. Et je pense que énormément de gens peuvent se reconnaître dans la description que tu as faite de ta course. En même temps, on peut considérer, moi je trouve, et c'est certainement le constat que tu as fait, que le contrat est rempli, ce que tu pars pour 3h30. Alors je sais que ces 2 minutes peuvent avoir un petit côté rageant, mais t'as pas fini en 3,45 ou en 3,50, donc t'es autour de l'objectif, donc c'est pour un premier, c'est vraiment top, quoi. Ouais, voilà, après, très très honnêtement. Non, mais je sais, un peu, franchement, j'étais content de moi malgré tout, parce que comme je te l'ai dit, c'est la découverte, et maintenant je sais à quoi m'attendre. C'est comme à chaque fois, c'est comme pour tout, même comme pour Koh-Lanta, t'as le confort psychologique, tu sais que tu l'as passé une première fois, la prochaine fois tu le feras différemment. Et t'en as fait qu'un marathon du coup? Je n'ai fait qu'un, je devais en refaire un autre, mais il a été annulé, et puis c'était l'année dernière, je voulais le refaire, mais il a été annulé. Et puis entre temps, non, en fait, j'ai fait d'autres courses. Et puis d'un seul coup, je me suis dit que le bitume, j'en avais marre. J'ai un pote à moi qui courait sur trail, et qui m'a dit un jour, ouais, il y a une super course. Si tu veux faire un jour autre chose, c'est l'Eco-Trail. Il y a plein de distances, et j'ai dit allez, vas-y, feu, c'est quoi? Il me dit, moi j'ai déjà fait le 80. Je dis, on fait le 80. Et, il m'a dit ok, je le ferai avec toi si tu veux, comme ça je t'accompagnerai sur cet objectif-là, on le finira tranquille et tout. Donc je fais un premier entraînement assez lourd que lui me donne. Je pense qu'il me correspondait pas, il y avait trop de kilomètres, il y avait trop de renfaux et tout, et je me blesse à 15 jours de la course, vraiment sur la fin en plus, tout à la fin je me blesse, j'ai une grosse déchirure au mollet. Je vois le médecin, il me dit laisse tomber, fais pas le 80. Je dis il y a le semi de Paris là, tu me strappes bien, je le fais, après je reste tranquille, promis. Il m'a dit ok, vas-y. Alors je fais le semi de Paris, je fais une bonne performance, je fais une 29, je suis content parce que je m'étais entraîné pour du long et pas pour du court, donc je suis content. Derrière, je prends mon mal en patience et je le refais l'année suivante avec un entraînement beaucoup plus léger. Et là, je le finis assez tranquillement avec une bonne place pour mon niveau. Donc, j'étais content. Du coup, sur route, pardon, excuse-moi Fred. Du coup, sur route, tes références 42 sur 10, une 29 Donc, sur 10, maintenant, je suis passé en 39. 39. Ah, sur 40 quand même. Ouais. Ah, Et ça fait plaisir quand on passe sous les 40. Je sais que si réellement je voulais m'y investir avec un entraînement spécifique, parce qu'on me l'a dit, j'ai des gens qui courent avec moi qui ont un niveau de 33, 32. Je me dis qu'avec un bel entraînement, tu pourrais approcher les 38, tu serais dans les 38, ça serait pas mal, mais bon, j'ai pas envie de me faire mal, je pense maintenant, j'ai plus envie. Ah, c'est déjà pas mal, ouais. Ce qui est intéressant avec Claude, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de le chauffer beaucoup pour l'emmener sur des défis un peu costauds. Donc, il est bon joueur. Alors, ça, c'est sympa pour les potes, pour les partenaires d'entraînement. Pour l'entraîneur, c'est un peu un cauchemar parce que l'athlète arrive toujours avec une sorte de nouvelle idée qui est sortie de je sais quel repas ou quelle discussion avec des amis. Ouais, voilà. Donc, mais c'est bien. En même temps, c'est bien d'avoir des personnes volontaires comme ça et qui se posent pas la question de mais comment je peux y arriver, qui se disent moi j'ai envie de le faire et j'y vais. Après, je pense que tout le monde peut le faire évidemment. Après, t'as pas obligé de mettre les mêmes moyens que les autres pour y arriver à ton échelle, avec ton niveau. Le finir, il y en a tellement. J'ai tellement d'exemples de personnes qui ont fait des marathons. Voilà. Rien que le finir, déjà, c'est une belle performance.
Alors du coup, on en parlait, le trail, il me semble que, en tout cas, que ton cœur, plutôt tes jambes, je ne sais pas quoi exactement, penche plus Oui. sur ce type de course à l'heure actuelle, qui est d'ailleurs de plus en plus en vogue dans le monde du running et depuis un certain nombre d'années déjà. Qu'est-ce qui, toi, t'attire plus dans ces formats-là par rapport au marathon, par exemple? C'est vraiment pour moi l'aventure qui vient se rajouter à la course. La course sur bitume, c'est l'objectif très souvent chronométrique avec la performance. Quand tu arrives en trail, c'est plus le plaisir qui va primer. Tu as la découverte du lieu, tu vas souvent dans des parcs nationaux, dans des réserves, peut-être pas des réserves, mais des parcs, des endroits que tu verrais jamais en temps normal si tu n'y allais pas pour la course. Donc te retrouver en pleine nature, tu as une autosuffisance pour la plupart. Ok, tu as beaucoup de monde sur les lignes de départ, mais pas sur tous les trails. Et puis au bout d'un moment, tu vas forcément te retrouver un peu solo. Donc je pense que c'est plus, ça me correspond plus. Après, je sais pas laquelle est la mieux. En tout cas, pour moi, le trail est beaucoup plus plaisant. Alors, du coup, à la rentrée, tu prévois de participer à l'OCC, qui est une des courses organisées dans le cadre du célèbre UTMB. Alors, juste pour précision, pour ceux qui ne connaissent pas, l'OCC, c'est un trail court. Alors, en trail, quand c'est court, ça fait quand même 55 km, je préfère le préciser, avec près de 3500 mètres de dénivelé positif. Sans donner ton adresse exacte, tu vis dans les Hauts-de-Seine, donc on est quand même loin des massifs alpins ou pyrénéens qui pourraient te permettre d'engranger les kilomètres avec du dénivelé, excepté peut-être la Côte des Gardes que prend la fameuse course Paris-Versailles. Voilà. Et du coup, comment tu vas te préparer en milieu urbain finalement pour une course qui est dans un cadre totalement différent? Moi, je vais beaucoup miser déjà sur le renforcement musculaire, ça c'est sûr. Je fais beaucoup de squats un mois avant la course. Généralement, j'en fais tous les jours. Je peux en prendre généralement 4000 dans le mois pour renforcer les quadriceps, qui m'a vraiment sauvé dans les descentes plein de fois. Parce que là où je suis le plus fort, finalement, je me suis aperçu à la Saint-Élion et à l'Écotrail que je doublais tout le monde dans les descentes et on me doublait pas vraiment dans les descentes. Donc à part une ou deux personnes. Donc au final, c'est mon point fort, je pense. Donc je travaille, beaucoup de renforcement dans les cuisses, quelques sorties spécifiques escalier, forcément. Toujours, quand je peux, mettre une sortie assez rapide, VMA pareil, et puis une petite sortie d'1h30 parce que je sors pas beaucoup plus en sortie longue. Je sais pas trop. Et puis j'ai un peu de vélo à côté. J'essaie de combler en fait. De tout, puis comme je le dis toujours, ça passe pour le moment. C'est sûr qu'un jour je vais me retrouver je vais faire la première OCC qui est une moyenne montagne. Ce sera la première que je ferai réellement avec un dénivelé aussi haut. 2 fois j'ai pas pu participer à la course des Templiers qui a à peu près un rapport équivalent, donc ça sera la découverte. Est-ce que mes entraînements me suffiront? Ce sera là où je vais pouvoir le constater. Peut-être que je me dirai à la fin de la course, il te manquait un peu quand même. Et du coup, tu gères vraiment tout seul ou tu as quand même un entraîneur, quelqu'un qui t'accompagne? Non, je gère tout seul. Pour le moment, moi, j'ai pas la prétention de demander à un entraîneur de me suivre quoi que ce soit par rapport au classement, à la course que j'ai envie de faire. Non, donc. Et t'as jamais eu envie d'avoir peut-être un petit suivi un petit peu plus sérieux pour essayer de faire les choses? Qui n'a jamais rêvé de se faire assister par un paisseur, un entraîneur, et tout le staff? Non, mais c'est vrai que c'est aussi, ça permet aussi, en plus du côté de bien faire les choses et de bien s'entraîner, quand tu as un plan, tu as une structure, t'es aussi plus engagé dans ta préparation, donc tu vas moins procrastiner. S'il y a une sortie, tu sais que tu as quand même un plan à respecter. Si tu veux, c'est beaucoup plus fort aussi sur l'implication que tu vas mettre à préparer ta course. Je suis très discipliné quand même quand je fais mes entraînements. Je m'autodiscipline. T'as jamais une petite comme sortie quand il pleut ou non, c'est pas besoin? Non, sincèrement, réellement, alors justement, j'essaie de pas en mettre trop parce que justement, ça servirait à rien. Je fais 3 sorties maximum. Après, je peux combler avec un vélo derrière ou de la natation, ou truc comme ça. Mais mes 3 sorties running, je veux m'y tenir. Le plan, mais généralement je cours toujours un peu plus haut que ce que je devrais courir, même en sortie longue. Si c'est une sortie que je dois faire à 9 km/h, je vais la faire à 11 parce que même ma sortie rapide, je vais la faire à 12-13, etc. Je serai toujours 1 ou 2 km/h au-dessus pour pallier justement psychologiquement. Je me dis que je pallie à la sortie en moins que je fais en gardant un niveau d'intensité un peu plus haut. Donc parce que pour le moment ça fonctionne. Et donc tu as fait l'OCC, tu as fait la Saint-Élion aussi, c'est ça, en trail? La Saint-Élion, ouais, quand elle a fait 82, elle l'avait rallongée de 10 km. Voilà, c'est une course que j'ai beaucoup aimée. Il a plu vraiment de minuit. Un peu, j'ai jamais eu de chance dans les conditions. À chaque fois, je me suis tapé des grosses conditions. Donc
Ça s'est bien passé, j'ai pas fini dans le mal non plus, donc j'étais assez content. Je fais un bon chrono, bon classement. Je suis dans les 900e, je crois, dans les 1000 premiers en tout cas. C'est ta course de prédilection aujourd'hui? Tu as une course qui t'a marqué un peu plus que d'autres, ce soit les La course qui a été la plus dure réellement, ce serait plus le marathon de l'Ortus à Montpellier. Il faisait très très chaud avec un départ le matin, mais arrivé midi, il y avait facile 30 et quelques degrés, donc beaucoup d'insolation, beaucoup de gens ont abandonné avec ça. Elle faisait 44 km. Je l'ai fini aux 6h30, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était la course la plus dure parce que c'est très rocailleux, c'est très chaud. Moi, je préfère peut-être le froid quand je cours à la grosse chaleur. Donc au final, tu vois, elle était moins longue, mais elle était peut-être plus dure. Et au-delà de l'OCC, est-ce que l'Ultra Trail, ça te tenterait pas? Peut-être des courses un peu plus folles, comme la Diagonale des Fous ou le Tour des Géants? Ça, c'est des choses que tu penses ou pas? Bien sûr, j'y pense. Surtout que mon ami qui m'a mis sur l'Eco-Trail, qui a un niveau qui correspondrait à peu près au mien, a fait la Diagonale des Fous l'année dernière en 55 heures. Il l'a fini. Le objectif c'était de la finir. Ok, c'est un gros temps. Moi, il visait, je crois, au début 45, tu vois, il a mis 10 heures de plus, mais il l'a faite. Donc voilà, c'est ma référence. Ça veut dire que s'il le fait, je peux le faire. Ça passera aussi. Donc c'est ce que je me dis toujours. Et un ultra, évidemment, bien sûr. Mais c'est pas surprenant parce que finalement, quand tu vois une épreuve de Koh-Lanta, tu as beaucoup de gestion, tu as beaucoup de stratégie aussi de jeu. On retrouve tout ça sur trail, sur ultra trail, Bien où sûr. il faut faire attention à gérer, aussi à courir de manière intelligente, bien optimiser les efforts, pas partir trop vite. Tu as une dimension stratège qui est extrêmement importante. Tu as une grosse préparation, c'est clair, dans la course. Tu peux la faire au plaisir, évidemment, c'est la qualité principale qu'il faut avoir. Mais derrière, il faut savoir où sont tes ravitaux, qu'est-ce que tu vas y trouver, combien d'eau emporter. Parce qu'on n'est pas tous faits de la même façon. Moi, je suis quelqu'un qui boit beaucoup, qui mange beaucoup. Donc tous les 5, etc., je vais manger quelque chose. Est-ce que je pars avec beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau? Est-ce que je pars léger, pas léger? Est-ce que je m'habille pas, je m'habille beaucoup? C'est toujours les questions jusqu'au bout. Tu auras toujours un doute. Est-ce qu'à la ligne de départ, est-ce que je suis trop couvert, pas assez? J'ai toujours un t-shirt de rechange parce que j'aime bien changer à mi-course de t-shirt. Et puis tu dois savoir à peu près ton relief, où est-ce que tu en es, combien de côtes il reste, à combien de kilomètres, où tu vas pouvoir te reposer, où tu vas pouvoir peut-être souffrir. Mais là, du coup, quand tu nous décris tout ça, on se dit que tu prépares mieux tes courses que finalement les épreuves de Koh-Lanta. Largement. Et du coup, tu as plus de stress quand sur la ligne de départ d'un trail ou avant une épreuve de confort ou d'immunité? Je suis jamais stressé. Je suis moi, c'est toujours l'adrénaline. C'est pas du stress. Des fois, je suis de l'impatience même. Tant que ça n'a pas donné la ligne de départ, tant qu'on n'a pas dit j'entends pas le 3-2-1 de Denis ou donc ça n'a pas démarré, tu dis allez vas-y, faut qu'on y aille parce que j'ai envie. Et la montée d'adrénaline est vraiment comparable entre les deux, entre Koh-Lanta et une course que tu as vraiment préparée? Ouais, parce que je suis toujours motivé pour l'une ou l'autre. Donc, ouais. Claude, au-delà de ta passion pour le trail, tu as également gravi des sommets avec à ton actif l'ascension du Mont Blanc et du Kilimandjaro. Comment ça s'est passé, tes ascensions? Est-ce que tu as fait ça de manière organisée ou tu y allais aussi au talent un peu? Comment c'est venu cette idée un peu saugrenue d'aller gravir les sommets? Non, c'est des choses qui s'organisent un peu quand même parce qu'il faut tout remettre dans son contexte. Ça reste quand même des sommets, il faut quand même faire attention. La montagne, on peut pas y aller n'importe comment non plus. Donc, en fait, l'idée de faire le Mont Blanc, elle m'est venue parce que j'ai le fils d'une amie qui est guide de haute montagne, qui était aspirant guide à l'époque. Et je lui ai dit, ok, j'ai un truc qui me chauffe. Est-ce que tu peux m'organiser ça? On est en cordée, comment ça se passe et tout. Il m'a tout expliqué. Et puis on est parti sur une semaine. On a fait l'école de glace. On a fait tout ce qu'il fallait faire pour se mettre dans des bonnes conditions. Et puis là, pour le coup, j'ai eu tous les jours des sensations différentes parce que voilà, on est quand même des habitants de la plaine, mon pote et moi. Et tous les jours, t'avais le vide, t'avais la fatigue, t'avais l'appréhension. T'avais des crevasses à passer, t'avais des crêtes, c'était pas évident et au final c'était fatigant psychologiquement ces ascensions parce que tu les connaissais pas maintenant. C'était une belle ascension, je suis content, on l'a tous bien réussi, donc c'était top. Combien de temps t'as mis pour préparer tout ça à peu près? Le Mont Blanc, non, le Mont Blanc je l'ai pas préparé, je suis arrivé, moi comme je dis physiquement toute l'année je suis prêt, donc le Mont Blanc je suis juste allé, on a mis 3 jours au total pour faire la mer de glace, pour faire une ou deux courses, on a fait l'aiguille du Tour pour se préparer, acclimater et on est monté après sur 2 jours, donc au total 5 jours de montagne pour faire le Mont Blanc, le truc classique quoi.
Bon, la prochaine étape, c'est l'UTMB, là, avec tout ça. C'est quand même ce qui te manque aujourd'hui. Attends. je vais déjà faire l'OCC, si ça se passe bien. Après, l'année prochaine, j'aimerais quand même le marathon des sables. Un autre domaine, une autre course, un autre défi. Et pourtant, tu as dit que tu n'aimais pas bien la chaleur, donc tu es un peu maso quand même. Hein. J'aime pas la chaleur, mais après, c'est pas la même chose, je pense, c'est encore différent. Après, il y a toute la partie aussi, tu sais, t'es en autonomie, tu as aussi la partie ravitaillement. C'est la partie aventure aussi qui fait que. Oui, puis le désert, l'appel du désert, certainement, non? Moi, je connais pas du tout, donc ça va être la grande découverte. On a reçu Major Mouvement qui nous a raconté Greg. un peu, Greg, qui nous a raconté sa course aussi, qui est assez incroyable. Il a fallu au Pérou, non? C'était où Ouais, c'était le Pérou, c'était ça. Ouais. Le half marathon, il l'avait fait, je me souviens. Et est-ce que tu as envie de retourner un peu plus tard sur marathon, essayer de rebattre un peu tes records? Est-ce que c'est des choses que tu as... Le marathon, réellement, tout le monde dit ça, évidemment, si avec les si. Mais je sais que si tu veux un gros temps sur marathon, par contre, c'est un investissement, ce sera un gros investissement. Ça dépend de ce que tu vises. Mais si je veux, réellement, je pense que les 3,20, je les ai. Les 3,15, je peux les chercher. Je dois pouvoir les avoir. Est-ce que j'ai l'envie de m'y investir autant? Je sais pas. Je verrai au moment où je le préparerai. Je peux pas te le garantir. Je l'ai fait en off. Là, on a mis 3,45 avec des amis, juste comme ça, en pleine ville. Mais je sais pas. Mais s'il y a une course sur route que tu as envie de retourner, ce serait laquelle? Ce serait le marathon? Ce serait le semi? Oui, un marathon, évidemment. J'aimerais le refaire parce que je l'ai fait qu'une fois. C'était le premier. Évidemment, j'aimerais le refaire une fois. Claude, on aime bien conclure nos interviews avec cette question. Si tu pouvais revenir, 25 ans en arrière, parce que tu es un petit peu plus âgé que nos différents invités qu'on a eu dernièrement. C'est sympa, ça. Bon, t'es pas très vieux non plus. On a eu beaucoup de jeunes d'espoir de l'équipe de France. C'est pour ça que je dis ça. J'ai dû modifier un peu le script. Oui, il y en a sur des 25 ans en arrière, ils pouvaient pas même se parler si tu veux. Donc, voilà. C'était Alexis qu'on a eu avant, donc c'est pour ça que c'est un peu changé. Donc toi, 25 ans. Et que tu pouvais donner un conseil au petit Claude de 12-13 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, j'aurais plus que 13 ans si je retournais 25 ans en arrière. T'as été sympa avec moi. Parce que ce que je lui dirais, je lui dirais que... je lui dirais rien finalement, parce que la vie que j'ai aujourd'hui, le parcours que j'ai eu, il me convient. Donc je le laisserai faire ce qu'il a fait. Et voilà, après, forcément, moi, j'essaierai d'être un peu plus présent, je pense, assister mes enfants, parce que moi j'ai pas eu l'assistance de mes parents dans tout ce que j'ai entrepris, donc avoir un cadre un peu, c'est toujours bien. Avec un cadre, t'es beaucoup moins foufou, tu te poses un peu plus, et moi j'étais peut-être un peu trop foufou à l'époque. T'as 2 enfants aujourd'hui, ils ont quel âge? 6 ans et 13 mois. Ils sont déjà un petit peu sportifs, le 13 mois peut-être pas encore, mais... Le plus grand il court bien et tout, et j'ai peur qu'il ait le complexe de vouloir être meilleur que son père, ou cela, c'est toujours compliqué. Pour le moment, je le laisse faire tranquille. Moi, je ne mets pas la pression. Il se la met suffisamment, je pense, comme ça. On verra. Mais ils ont l'état d'esprit sportif déjà. Il faut qu'il l'ait, parce qu'à un moment donné, je vais les bouger de toute façon. Donc, c'est important pour toi qu'ils fassent du sport? Oui, c'est important. Le sport, c'est quelque chose d'essentiel, je pense, dans la plénitude de chacun. Fred, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions sur Twitch. Avant qu'on passe aux questions, moi j'aimerais, je vais pas faire une analyse, je suis pas psychologue, je suis simplement entraîneur, mais dans l'échange qu'on a eu, il y a quelque chose vraiment que j'ai, il y a des choses que je pourrais entre guillemets critiquer chez Claude, parce que je suis un entraîneur, donc il y a des choses je pourrais lui dire non mais faut pas faire comme ça, mais ce que j'apprécie dans ce que nous a dit Claude, c'est et ce qui ressort, c'est son énorme confiance en ses capacités. Et l'honnêteté qu'il a dans sa démarche avec lui-même. Par exemple, il parlait du marathon. Il est très honnête qu'il pourrait peut-être viser un temps, mais que c'est pas forcément qu'il va falloir qu'il investisse quand même du temps. Il est assez honnête pour se dire je peux le faire, mais je peux le faire en m'entraînant réellement. Clairement. Et du coup, il se dit bon, vu que c'est pas forcément l'idée en ce moment, je ne le fais pas. Et voilà, malgré son côté un peu foufou, un peu va-t-en-guerre sur un peu les aventures les plus incroyables qu'on peut lui proposer, il y a une certaine forme de sagesse derrière, d'humilité, parce que voilà, pour pouvoir se dire à soi-même, ouais, j'en suis capable, mais je veux pas le faire, parce que pour l'instant la priorité est là ailleurs. Faut aussi être assez humble, parce que tout le monde rêve de faire des beaux chronos, notamment pour un peu s'épater soi-même et épater autour de soi. Et cette énorme confiance, comme il dit, il se dit l'autre il le fait, moi je peux le faire. Il y a aucune raison. Je trouve ça vraiment je trouve ça admirable, parce que je pense que c'est le point de départ. C'est le point de départ de se dire bon je peux le faire. Après je fais ce qu'il faut pour, mais voilà.
Ah, on est tous à la base, on est tous capables de faire tout. Mais après, est-ce qu'on s'en donne les moyens ou pas? Déjà, c'est toujours pareil. Ça sera le mot de la fin, Ouais. Claude. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour cet échange. Tu restes un petit peu avec nous pour Merci, les questions Guillaume, sur merci, Twitch. Pour toutes celles et ceux qui nous suivent sur podcast, et on vous dit à très bientôt. Salut. Salut à tous. Bon, super, on va passer aux questions sur Twitch. J'espère, je vais récupérer le chat. J'espère que ça vous a plu. Pour toutes celles et ceux qui nous suivent sur Twitch, vous avez été nombreux à nous poser des questions. Claude, on en a une première qui nous est posée par Lalaf. Est-ce que tu... Ah, c'est mon ex, je la connais, laisse tomber. À quelle heure tu rentres? Non, qu'elle nous demande, est-ce que tu as envie de retourner faire Koh-Lanta? Je l'ai déjà dit plein de fois, c'est une aventure que tu peux pas choisir de faire si on te la propose pas, donc ce serait stupide pour moi de la refuser encore aujourd'hui parce que j'ai encore, je pense, l'énergie pour le faire. Après, si on me la propose dans 10 ans, ce sera une autre question à se poser, mais au jour d'aujourd'hui, pourquoi pas, oui. Claude, comment tu travailles ton renforcement musculaire? Est-ce que tu fais du transfert 30-30 à la fin de tes renfos? Comment est-ce que ça se passe? Alors tous les termes techniques, moi je suis pas le plus à même de te les expliquer. Le 30-30 pour moi c'est sur la piste. De temps en temps. Est-ce qu'après tes séances de musculation, tu fais du 30-30 pour les transferts? C'est Non. Estelle qui nous demande ça. Non, réellement le renforcement musculaire, moi c'est beaucoup de gainage, c'est beaucoup de squats. Je fais des fentes. Après, beaucoup de, par exemple, tu vois tout ce qui est les squats, je vais pas en faire 10, je vais essayer d'en faire 100, 150, 3-4 fois. Ensuite, après, le gainage, je vais faire des 2 minutes, je vais le faire 5 fois 2 minutes, des choses comme ça. Après, c'est sur la longueur. Je suis pas le plus grand des entraîneurs. Moi, je suis pas un entraîneur, j'ai jamais trop suivi de schéma, donc je suis pas le plus à même à répondre à ces questions. C'est Fred qui va te raconter ça. Mais pour répondre à Estelle, parce que je comprends un peu la question, en fait, dans ce que nous a expliqué Claude, il organise un transfert. En fait, le transfert, c'est qu'est-ce que tu vas faire après une séance de musculation pour, entre guillemets, adapter tes muscles qu'on travaille différemment à l'effort que tu veux les amener à faire. Et en fait, tu expliquais tout à l'heure, quand tu travaillais l'explosivité, que tu faisais des séries de squats, que tu enchaînais par des sprints. C'est exactement un travail de transfert. Tu vois, c'est-à-dire que tu te prépares pour une course, donc tu fais du renfort, mais derrière, tu te remets en situation de course assez rapidement. De toute façon, quand même quand je fais de la VMA sur piste, à chaque fois, c'est les phases de repos, c'est en récup active, c'est jamais à marchant, c'est toujours en trottinant. On a une question de Nat Try qui nous demande, que ce soit sur tes courses ou sur Koh-Lanta, est-ce que tu as déjà eu des moments de doute et comment est-ce que tu as fait pour passer au-dessus de ça? Les moments de doute, tu les as... J'en ai eu un, par exemple, en 2020. Là, c'était pas vraiment un moment... Si, un peu quand même. La première épreuve individuelle, c'est le cochon pendu. J'étais très confiant. J'avais déjà gagné 2 fois. Je pensais mon épreuve, je me sens bien dessus. Finalement, je suis trop confiant. Je me fais battre par Sam. Je finis 2e. Le confort d'après, c'est Teoura qui me bat. Je finis 2e. Je fais 2-2. La 3e épreuve qui arrive, je me dis, bon, là, tu vois, si je la gagne, donc ça me met bien, parce qu'en plus, c'est une épreuve physique, c'est le parcours du combattant. Je pense que si je la gagne pas, je commence à me dire, bon, je fais 2 fois 2e. Ça peut jouer, peut-être, tu vois, de me dire, ils sont peut-être au-dessus de moi. Là, mais au final, c'est sur 2 épreuves totalement différentes. La première, c'est une statique, la deuxième, l'autre, c'est une adresse. Là, on passe sur une épreuve physique. Je la gagne, donc finalement peut-être que derrière je reprends confiance, je me dis que je les ai mis bien loin derrière, finalement physiquement je suis plus fort qu'eux, donc ça doit gonfler je pense ma confiance et ça joue peut-être sur le suivi de l'aventure. Si je les gagne pas, peut-être que l'histoire aurait été différente, je ne peux pas te répondre. On a une question de Bloom Création qui nous demande à quand un marathon avec Denis Brognard? J'en ai fait un pour l'association justement pour BK, le cancer du pancréas. On a fait en off avec Mathieu, Dorian, justement Denis et Kumba. On a fait un marathon en dessinant les lettres B et K dans Paris récemment pour récolter des fonds pour la recherche du cancer du pancréas. Donc on l'a fait avec Denis, le marathon. Est-ce que tu fais aussi du vélo ou d'autres sports en complément de la course à pied quand tu prépares tes courses? Ouais, et là je suis maintenant... Je suis l'ambassadeur également d'Adri Sport, qui est une jeune marque française de vélo
d'origine bretonne et ils m'ont donné un super vélo. Maintenant, je vais faire du vélo beaucoup plus souvent grâce à ce beau vélo. Et la natation que j'aime beaucoup aussi. Est-ce que tu penses que Koh-Lanta, la course à pied t'a aidé sur Koh-Lanta et inversement, Koh-Lanta t'a aidé sur la course à pied? La course à pied m'a largement aidé sur Koh-Lanta, évidemment, parce que la course à pied, c'est pareil, ça te forge en mental également. C'est pour ça que je pense qu'on voit une tranche d'âge beaucoup plus élevée en trail sur les longues distances, parce que je pense que quand tu es jeune, tu as moins cette envie à part les élites évidemment encore, mais je parle dans la globalité des gens, tu as moins envie de te faire mal autant sur 10-12 heures que quand tu as 30, 40 ans, 50 ans, tu arrives, tu te connais mieux, tu es plus à même de te dépasser là-dessus. Donc forcément, elle m'a été bénéfique sur l'endurance et sur la force mentale. Du coup, Quentin nous demande, est-ce que tu es intéressé un jour pour faire un Ironman, un triathlon ou ce genre de choses? Évidemment, ça fait partie comme la Diagonale des Fous, comme autre défi. J'aimerais en faire un au moins. Le Garmin sur Paris, je devais m'y tester avant qu'il soit annulé. Pareil, ça n'a pas pu se faire. Après, c'est pareil, c'est un investissement énorme. Donc, c'est la natation à la limite avec la combi qui me dérangerait le plus. Les 3,5 km à faire, c'est 3,5 je crois, 2 km, c'est ça 3,5 l'Ironman, 3,5 à faire avec tout le monde dans l'eau, c'est peut-être un... Surtout que ça bagarre, hein. Les départs en Ironman, ça bagarre. J'ai mon pote qui m'a dit, de toute façon, il faut que tu fasses ton crawl avec la tête au-dessus de l'eau. Alors, j'ai jamais fait mon crawl avec la tête au-dessus de l'eau, donc ça va être compliqué. Merci beaucoup, Claude. Ah, un dernier message, il y a Lalaf qui nous remercie parce qu'apparemment tu as souhaité un joyeux anniversaire à sa petite nièce de 6 ans. C'est vrai. Et elle nous demande de te remercier. Voilà, alors si vous avez aussi des anniversaires, n'hésitez pas, on est là, on peut vous aider. Merci beaucoup. J'ai eu peur que tu m'annonces que finalement, je connaissais vraiment. Ah, je vais pas. Bref, on va arrêter là. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les deux de m'avoir invité. J'ai passé un bon moment avec vous. Maintenant, Fred, il va être obligé de me coacher jusqu'à l'OCC. Ah, exactement. Fred, il va te faire un petit programme. Mais ça blague pas avec Fred. Hein, je me doute. Il peut t'organiser, je suis sûr. Merci encore, Claude. Merci aux équipes de Iron, Anouk, Virginie et Manu Vidal. Merci à vous tous pour cette première. C'était parfait. Il n'y a pas eu de pépin technique. Tout s'est très bien passé. Donc, on est content. J'ai inauguré cette place où j'espère que vous aurez tu beaucoup seras le premier à jamais. J'espère que vous en aurez beaucoup d'autres qui vont venir avec des beaux palmarès et tout. Merci. Ça marche. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent sur Twitch et on vous dit à très vite et à lundi prochain. Au revoir. Merci.